Il a transformé un simple Saint-Bernard en cauchemar, un clown en traumatisme générationnel et une chambre d'hôtel en labyrinthe de folie. Entrez et prenez place dans le phare des lecteurs de Stephen King. Nous allons explorer son œuvre, la façon dont elle s'inscrit dans son époque, son style d'écriture, sa portée et la manière dont ses livres s'agencent dans notre vie comme dans la sienne. Installez-vous confortablement, vérifiez que la porte est bien verrouillée. Notre premier arrêt se fera à Chamberlain. Bienvenue dans King Size. Et dans le phare des lecteurs de Stephen King, je ne suis pas seul, non. Je suis avec, j'allais dire, l'exégeste, l'historien, le fan absolu, le connaisseur, le fin connaisseur, Mathieu. Mathieu, comment vas-tu ? Bah, moi, ça va très bien. Je m'attendais à ce que tu dises l'homme en noir. L'homme en noir de Stephen King. Le J'aurais Maniac. pu, je m'en veux de pas avoir fait le lien, je suis désolé. Première erreur dans cette émission. C'est pas grave. De toute façon, il y aura beaucoup d'erreurs et d'horreurs dans cette émission. Et c'est ça qu'on aime. Donc, premier film, Québec. Je me crois encore dans une émission cinéma. Non, là maintenant, c'est les mots. M-O-T, M-A-U-X. Les mots de cette Amérique de Stephen King. Et est-ce que tu as présenté le livre ou pas encore? Non, pas encore. J'ai donné un petit indice en te disant qu'on allait Chamberlain. s'arrêter à Chamberlain. Donc, dans la ville de Chamberlain où les événements dont parle le livre se déroulent. On peut juste dire, avant de lâcher le prénom de l'héroïne, qui est aussi le titre du livre, qu'on a décidé de parler des livres de Stephen King par ordre de parution. Et puis là, tout amateur de Stephen King a déjà la base, a déjà compris. Voilà. Donc, on va parler de Carrie, forcément. Et pas celle qui nous amène chez le dentiste. Non, pas celle-là. Elle fait encore plus mal, la vraie. Ouais. Et je dis la vraie comme si le personnage de Stephen King avait existé. C'est dire si les livres sont importants. Est-ce que tu peux nous faire le pitch du livre ? Ah, donc dans la petite ville de Chamberlain, il y a une jeune fille mal dans sa peau, à cause d'une mère, d'une marâtre, on va dire. Non, marâtre, c'est pour les belles-mères. Non, c'est d'une mère très, 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 très croyante, qui ne lui a pas forcément appris les choses de la vie. Et un jour, cette femme a ses règles, et ceci enclenche toute une suite d'événements qui amènera à un bal de l'horreur. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, moi ça me va. On peut dire aussi que la mère, c'est une menteuse de base déjà. Oui, mais de toute manière, c'est comme dans toute éducation, hein, le plus gros problème des enfants, c'est leurs parents. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Là, elle ment sur quasiment tout, hein, la chère mère de Carrie, et son mal-être vient essentiellement de la mère, à mon avis, hein, parce qu'elle est aussi très maltraitée à l'école par ses Mmh. camarades. Elle n'arrive pas à se lier avec ses amis, et qu'on n'a pas les bases de relations sociales, c'est pas facile de se lier. Et les bases, la mère ne lui donne pas. Oui, et puis il y a c'est un vrai problème d'éducation, hein, d'éducation à la société, d'éducation au corps, d'éducation à la vie, qui font que, elle n'est pas au courant des choses de la vie. D'ailleurs, il y a un vrai problème, et il y a un vrai problème à ce niveau-là, au niveau de la mère, qui alors ça passe pour une éducation religieuse, oui et non. Normalement, même dans une école d'éducation religieuse, tu as quand même la sexualité qui est présente, parce qu'il faut quand même procréer pour avoir de nouvelles ouailles. Ici même, le corps est sale, les règles sont sales, c'est de la souillure. C'est cette image du sang qui est très mal, ça nous fait penser un petit peu à Dracula, où tout le sang, où le sang c'est le mal, et le sang qui s'écoule de ton corps ce n'est pas normal. Tu es un animal blessé, tu n'es pas un être humain. Oui, Donc pardon, vas-y. non, 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 j'allais filer la métaphore du sang, du sang qui est tout, et qui se d'ailleurs, bon, je pense que tout le monde en a au moins entendu parler de la scène finale où, le sang ne sort plus du corps, mais le sang asperge, l'héroïne. Je pense qu'il y a vraiment tout un fil rouge à suivre sur ça. Ouais, à mon avis, c'est aussi une scène qui est reprise dans pas mal d'œuvres de pop culture, hein, de façon parodique ou pas, hein. Des Simpsons à South Park, jusqu'à Family Guy, on a vu des ersatz de cette scène, et dans l'animation et dans les films live, j'ai envie de dire. Le bon mot m'échappe, mais vous m'avez compris. Mais le livre, en tout cas, s'ouvre avec ce sang, il se termine
aussi avec le sang, hormis l'épilogue dont on parlera un peu plus tard. Mais c'est, moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué à la lecture du livre. Cette métaphore du sang comme étant quelque chose de malsain. En gros, c'est un peu la métaphore du sexe, quoi, pour moi. Et ouais, et dans le livre, le début, c'est le début de sa sexualité, dont elle n'est pas au courant, hein. C'est une petite fille, quoi, complètement traumatisée. Et la fin d'être aspergée de tout ce sang de porc, c'est encore plus lié à l'humiliation et à l'idée pour elle, à mon avis, que la vie d'adulte est complètement dégueulasse. Et je trouve qu'il y a une sorte de contradiction entre l'idée, hein, que sa mère lui met dans la tête, ne vis pas parce que tu vas souffrir, etc. Il faut être propre. Et la confirmation de recevoir ce sang de porc en plus sur sa tête. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou est-ce que je suis parti dans un délire? Bah, j'arrive à voir ce que tu veux dire. Après moi, j'irai un peu plus loin. C'est on a face à une mère qui a envie d'un enfant objet et dès que cet enfant objet devient femme, parce que c'est ça la menstruation, hein, c'est les 1ers sangs, les 1ères règles, c'est le signe que la personne devient, femme et qu'elle va changer de statut. Et justement, c'est ce que la mère ne veut pas, qu'elle change de statut, qu'elle reste, à sa merci. Pour moi, oui, c'est le signe non pas enfin pour moi, c'est l'enfant objet qui ne devient plus objet, qui devient femme. Et d'ailleurs, c'est amusant, enfin c'est amusant, la façon de parler, que ça soit du sang de porc à la fin parce que le donc c'est la souillure. C'est comme si la souillure interne était, comme si la société renvoyait exactement le même image que renvoyait la mère, d'une certaine manière. C'est-à-dire on est sur quelque chose que interne, c'est le mal et externe, c'est le mal. Donc on comprend pourquoi le personnage pète un câble et ne voit pas d'issue et ce qui amène à ce destin tragique qui pourrait faire peur. Le pire, c'est qu'on n'est pas face alors selon moi, on n'est même pas face à un vrai film d'horreur. On est face à une tragédie. Quelque chose qui ne peut pas se terminer bien. Ouais, sur le qualificatif, d'horreur, je te rejoins effectivement. Il a écrit, Stephen King, des vrais livres d'horreur, mais ça, c'est plutôt pour moi un truc, très angoissant. Mais sur la métaphore, dont tu viens de parler, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'effectivement, Carrie doit s'émanciper de sa mère, essentiellement, et trouver une place dans la société. Et lorsqu'elle la trouve, c'est-à-dire que lorsqu'elle est invitée au bal de promo, au bal de fin d'année, qu'elle a un cavalier et que tout se passe, a priori, bien pour elle, elle est ramenée à l'humiliation par la société elle-même, n'ayant du coup aucune échappatoire de son enfance, de son adolescence et de l'impossibilité d'avoir une vie d'adulte, quoi. Écrasée par la société et par sa mère. C'est une partie de la tragédie. D'un côté, son corps change, donc elle aimerait une métamorphose, mais cette métamorphose est impossible d'une part de sa mère et d'une part de la société, parce que la mère, ne lui a pas inculpé, donc la mère ne l'a pas mis dans la position d'incarner la femme. Donc pour le coup, la société la rabroue et c'est la suite finale. La blague immonde finale n'est juste que, le symptôme d'une société qui a besoin de bouc émissaire, qui a trouvé son bouc émissaire et cette métamorphose ne peut pas avoir lieu à cause de ça. Moi, je pense qu'il faut voir ça pour moi, Carrie, c'est le livre d'une métamorphose avortée ou d'une métamorphose impossible. Donc enfin on peut en discuter, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, d'ailleurs. Mais je suis tout à fait d'accord, avec toi, oui, c'était exactement ça. C'est bien une métaphore, qui ne peut pas pardon, une métamorphose qui ne peut pas avoir lieu, quoi. Elle est rabaissée dans ses ambitions de devenir, quelqu'un ou même, hein, d'exister, quoi, par elle-même et pour elle-même. C'est-à-dire qu'on nie son existence, elle-même nie son existence et au moment où elle peut enfin, vivre et exister, eh ben, non, ça n'est pas possible et le ver de terre ne devient jamais papillon et quand
À peine il commence son petit cocon, qu'on lui détruit son cocon. Donc tant pis pour toi. Voilà. L'image que les autres ont d'elle font que c'est trop tard. Ouais, le regard des autres la tue. C'est ça. Et je pense que c'est peut-être le moment de faire un lien avec le format d'écriture du livre, parce que c'est pas anodin. Le fait justement qu'il y ait pas de ça n'est jamais le livre n'est le narrateur n'est jamais omniscient. C'est fait à partir d'écrits, de journal intime, de ci, de ça. D'ailleurs, jamais il y a jamais la parole de Carrie qui est citée. Ce n'est jamais Carrie qui écrit. Jamais, effectivement. On a des extraits de livres, d'autres livres dans le roman, des livres fictifs, hein, mais qui sont présentés comme ayant vraiment été écrits. Des extraits d'une enquête parlementaire sur les événements qui ont eu lieu, à Chamberlain. Et tout ça est lié au récit de ce qui s'est passé, et de la tragédie de Carrie, effectivement. Oui, en fait, c'est l'image des autres qui est plus importante et c'est aussi ça que c'est tragique, c'est que et puis le seul personnage est-ce qu'on a le droit de spoiler? Oui, Oui, on va oui, spoiler comme des malades. faut spoil. Je pense qu'on peut. Et le seul personnage qui survit, c'est justement la seule personne qui a réussi à avoir un autre regard sur Carrie et à sortir du carcan de la société et avoir une autre vision beaucoup plus, amicale, que les autres. C'est la seule personne qui survit. D'ailleurs, même je crois même qu'elle survit un peu par accident. Elle survit par accident ou c'est-à-dire complaisance ou par, gratitude de Carrie, quoi. Elle est Oui. elle Est-ce qu'elle épargne ou pas? On sait pas, on ne sait pas trop. Ce qui est fou, c'est que tous ces encarts et toute la structure du livre, elle aurait pu ne pas être écrite. C'est-à-dire que ce qui a inspiré, Stephen King pour ces encarts, c'est deux choses. La première chose, c'est que le roman était trop court, Mmh. donc il devait, Ouais. fournir un peu plus, de pages pour en faire un roman. Il a eu cette idée-là et cette idée-là, elle naît, alors j'ai trouvé 2 possibilités et tu vas peut-être m'éclairer, en m'orientant vers la bonne, mais c'est soit sur, l'inspiration de John Dos Passos, qui est un écrivain, d'extrême gauche, américain du début du, XXe siècle, qui était communiste, jusqu'aux années 1937 où un de ses collègues, a été assassiné par Staline, mais ça, c'est une autre histoire. Ou ça vient de La Guerre des mondes et de l'adaptation radiophonique par Orson Welles. Cette histoire de mêler, de faire un petit peu de la fiction documentaire comme si tout était réel. Chose que faisait John Dos Passos dans ses romans. Est-ce que toi, tu sais quelle est la bonne version? Alors, honnêtement, je ne sais pas quelle est la bonne version et je suis à 2 doigts de t'en donner une troisième. Ah, bah alors je veux bien la troisième, vas-y. Mais non, mais pour moi et ce serait pour, continuer la métaphore du sang, Dracula Mais mon Dieu, mais tu as tout à fait raison. Dracula de Bram de Stoker Bram qui est Stoker. écrit sous forme, de lettres et d'extraits de journaux, et de livres. Tu as tout à fait raison. Donc, sachant qu'en plus, à l'époque, si je me souviens bien, Stephen King était prof d'anglais dans un collège, si je me souviens bien. Donc du coup, ça me semblerait étonnant qu'il n'ait pas lu Dracula ou que à à mon avis, toutes ces suppositions sont possibles. Mais j'aimerais bien avoir, Bram Stoker comme référence. Mmh. J'aimerais bien. Mais je pense que tu as raison, hein, parce qu'on sait que avant d'écrire, Carrie, il avait commencé à écrire Salem, dont on parlera dans la prochaine émission, et Salem, c'est une histoire de vampire. Voilà. Donc je pense que c'est une possibilité. Voilà. Je mets un petit jeton là-dessus. Honnêtement, je pense que tu as raison. C'est bien cette influence-là. Dis-moi, est-ce que tu as aimé, la lecture du livre? Et je pense un petit peu à l'œuvre en général. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui fait référence à une sorte de premier livre, un premier jet? Ou est-ce qu'on sent déjà l'écriture de Stephen King dans ce premier roman? Alors, on sent déjà l'écriture d'un auteur dans ce premier roman. Là, c'est imparable. On sent déjà les prémices. Bah, après, c'est au vu de l'œuvre générale du King,
On voit commencent à apparaître les premières touches, la petite ville, banlieusarde, les les tourments adolescents. On voit venir par petites touches ce qui déjà fera la gloire, du King, dans ses écrits futurs. Après, si j'ai aimé, oui, j'ai aimé ce livre, hein, pour moi, c'est un classique et pour reprendre, une autre émission présente sur Radioverse, oui, c'est culte. Ouais, tu as raison. C'est culte. Pourtant, pour Stephen King, c'est pas son meilleur, quoi. Il le renie pas, hein, mais il dit: «Mais bon, voilà, quoi, c'est pas son meilleur». Moi, c'est le deuxième livre que j'ai lu de Stephen King. Le premier que j'ai lu, c'est Salem et ensuite j'ai lu Carrie et bon et j'ai préféré, personnellement la lecture de Salem. Même si les 2, à mon sens, souffrent du même défaut, c'est-à-dire une sorte de, j'ai pas envie de dire facilité scénaristique parce que facilité scénaristique, c'est plus pour Salem, mais il y a quand même une facilité, dans Carrie, une facilité dans le fait de la faire souffrir, quoi. Mmh. C'est-à-dire que les premières pages, moi je me souviens, hein, j'étais ado quand j'ai lu ça et je me dis: «C'est bon, secoue-toi ou arrête, quoi». Même si ta mère t'a rien appris, tu es capable de réfléchir, quoi. Il y a une jouissance à la faire, souffrir dans le livre, quoi et par ses camarades et par la société et par tout le monde. Alors ça sert le propos du livre, d'accord, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop gros et un peu trop, on tire sur la ficelle, quoi. Qu'as-tu pensé de cet aspect? Ou Ah est-ce que moi, toi, c'est c'est autre chose qui t'a gêné? alors non, non, moi ça m'a pas gêné, hein, mais effectivement, c'est un livre qui est plutôt sombre, hein, ça la société qui est décrite est vraiment mauvaise, méchante. Mais je pense en plus que Stephen King n'était pas forcément dans une bonne passe à ce moment-là. Donc, c'est ce qui peut se ressentir dans le livre. Alors moi je suis pas entré, on est dans les premiers livres de Stephen King, que j'ai lus, mais il me semble que le premier que j'ai lu c'est Rage, qui est un cas particulier. Oui. Et il y aura sûrement une émission qui lui sera consacrée. Et pour moi, Rage est vraiment, c'est vraiment le livre qui m'a touché au cœur, sans problème. Mais on retrouve ces problèmes adolescents et cetera. Sauf que Rage, il va inverser le protocole, c'est-à-dire que il y a vraiment un individu qui est mal dans sa peau, qui va prendre à part l'ensemble des élèves pour leur apprendre quelque chose. Alors que là, c'est la société qui est mal dans sa peau, intégralement. Ouais, Voilà. effectivement. Effectivement. Alors, je vais te plusoyer encore une fois, hein, sur ce que tu viens de dire, mais sur les automatismes de l'écrivain, on les voit aussi, déjà dans Carrie et je vais faire le lien avec ma scène préférée. Moi, ma scène préférée du roman, c'est la scène de l'affrontement entre, le père d'une des adolescentes qui est privé du bal de fin d'année, et le père est un avocat reconnu dans la ville de Chamberlain et le principal du collège où est, inscrite, Carrie et l'avocat arrive sûr de lui, sûr de sa bourgeoisie en disant: «Beh, je vais vous faire, virer, je vais porter plainte contre vous et contre l'école, je vais faire virer la prof d'EPS, qui s'en est pris, violemment, à la fille» et très calmement, Heu, ouais, très calmement, le principal répond sur toutes les questions, renverse la machine, menace, lui-même, l'avocat avec des arguments imparables et j'ai bien aimé cette scène, parce qu'il y a, 2 choses, je trouve, dans cette scène. D'abord, il y a en filigrane ce qu'on va voir, tout au long de son œuvre et aussi dans sa vie privée, c'est-à-dire un engagement, à gauche pour Stephen King. On a la personne, qui se lève, contre la bourgeoisie et qui protège, la personne qui est rejetée. D'ailleurs, le Carrie, hein, c'est aussi un roman, sur une personne rejetée. Ça, on l'a bien dit et j'adore cette scène-là, pour ça. Je la trouve symptomatique et emblématique plutôt, de Carrie pour moi. Oui. Alors pour moi, c'est plutôt une fin, douce, amère qui, c'est la conclusion du livre quasiment où, finalement le film le film, décidément, je vais pas m'en ressortir.
Sur une lettre qui est écrite, par, par Mélia, tu sais: «Enfin, faut que j'aille faire ma lessive, alors embrasse bien Riche pour moi et envoie-nous d'autres photos quand tu pourras. N'empêche que notre petite Annie est bien jolie et que ses yeux brillent comme des étoiles. Je parie qu'un jour elle fera parler d'elle dans le monde entier. Avec toute ma tendresse, Mélia». Moi ce que j'aime bien, c'est ce final douce amère où en fait la vie reprend ses droits. Où, donc là, j'ai lu juste la fin du livre, et cetera. Mais on a tout un passage où la tristesse envahit la ville, où les décombres ne sont que balayés, où on laisse, le discours de fin d'année n'a que lieu que, je crois que le major de promo n'arrive même pas à finir son discours tellement les larmes. En fait, on est face à une société en état de choc vis-à-vis de ce qui s'est passé, où tout le monde se remet en question et pour moi, c'est beau. C'est un final comme ça où c'est normalement, c'est quelques personnages qui évoluent au cours d'une histoire. Là, c'est toute une ville. C'est toute une ville qui évolue et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ça, pour moi, c'est vraiment très important et c'est pour ça et il y en a pas tant que ça dans les livres de Stephen King où cette fin-là est aussi ouverte, aussi grande, où c'est à l'échelle d'une ville. À l'échelle de la ville de Chamberlain. Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'étais en train de réfléchir et s'il y a une fin, avec un impact, aussi fort et j'arrive pas à trouver. Effectivement, tous les livres auxquels je pense, c'est des fins, j'allais dire individuelles, en tout cas attachées au Oui. personnage. S'il change, c'est par rapport, au personnage qui est décrit et pas par rapport à tout ce qu'il y a autour. Voilà et pour moi, c'est l'une des forces de ce roman qui est le cas individuel s'épand sur toute la ville. Et ça me fait aimer la fin, du roman encore plus, parce que c'est vrai que cette fin douce amère, elle peut être incompréhensible dans un roman, dit d'horreur, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, à mon avis, c'est plus un roman d'angoisse qu'autre chose et ça fait d'autant plus mal qu'une des adaptations du livre, a craché sur la fin, quoi. On peut le dire, en ces termes, hein, mais a vraiment craché sur la fin et ça, je te propose d'en parler dans la deuxième partie. On quitte le livre pour parler des adaptations filmées. Mais avant d'y aller, je me permets juste de poser un petit caillou pour la suite de nos émissions. Il est mentionné dans Carrie, un homme en noir. Qui est-il? Ça, on le verra un peu plus tard et au fil des émissions. Mais je crois que c'est moi, non? Ça parle de moi? Alors, on va parler dans cette partie des adaptations des romans de Stephen King. Alors, tous les romans n'ont pas eu des adaptations, mais Carrie, on a eu 3 ou 4, et une série est en cours de tournage, en tout cas, elle sera diffusée sur Amazon Prime, il me semble, en 2027, soit l'été 2027, soit l'été 2026, j'ai oublié la date, excusez-moi, mais c'est Mike Flanagan qui s'occupe de l'adaptation. Il avait déjà adapté un Dr. Sleep, notamment Life of Chuck, Mmh. un film qu'on avait chroniqué dans l'émission Et alors? Et là, il se lance dans la série avec Carrie. Au début, c'est amusant, Stephen King a dit non. Il lui a dit: «Non, ne faites pas ça, Carrie a déjà été exploitée au cinéma trop de fois, donc stop». Et Mike Flanagan lui a envoyé le scénario, en tout cas une note d'intention sur ce qu'il voulait faire de la série et Stephen King lui a dit: «Ah bah, si c'est comme ça, oui, vous pouvez, on y va». Donc j'ai un petit peu hâte de voir ce que la série, va apporter. Je viens de voir aussi qu'il y a un petit easter egg au sein de Carrie. Un des professeurs s'appelle Edwin King. C'est le père de Stephen King? Non. Ah non, 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 c'est même beaucoup plus simple. Le nom complet de Stephen King, c'est Stephen Edwin King. Donc en fait, il s'est même mis dans le livre. Mais revenons aux adaptations. Ah, c'est fou, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. OK, nickel. Revenons aux adaptations et revenons, chronologiquement. La première, c'est, 1976. C'est un film de Brian De Palma, Carrie. Est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que tu en penses? Alors, je l'ai vu, c'est un chef-d'œuvre, il commence à dater un petit peu, mais il y a surtout cette utilisation des split screen qui a marqué l'histoire du cinéma dans ce film. Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, j'irai pas jusqu'au chef-d'œuvre. J'ai du mal avec Brian De Palma. Je trouve qu'il fait un cinéma, brouillon.
Mais l'adaptation de Carrie, c'est à mon avis une des plus fidèles et c'est vraiment un bon film, quoi. Je me suis pas ennuyé, en le Ah voyant mais la première fois, ni en le re-regardant pour préparer l'émission. J'ai regardé ça la semaine dernière et j'ai vraiment, j'ai bien aimé. Alors après, ouais, les effets spéciaux, ils sont un petit peu vraiment datés, notamment sur la scène de fin. ah, C'est un peu too much, quoi. Cette espèce de serpent de 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 serpent avec, la lance incendie, tu te dis, presque tu vois les câbles, quoi. Mais mmh, c'est pas mal quand même. oui, oui, puis il y a surtout Sissi Spacek qui livre une interprétation mémorable. Qui est interprétation, je suis désolé, hein, ça sera pour moi, c'est la meilleure des Carrie, toute adaptation confondue. Et notamment on se regarde dans la scène finale, hein, lorsqu'elle Mmh. reçoit le sang de porc, tu vois ses yeux, tu vois toute la haine, l'humiliation et la colère, c'est quelque chose qui m'a marqué, à l'époque et il y a une semaine lorsque j'ai vu le film. Par contre le début du film, ça n'a rien à envier aux téléfilms érotiques, hein. C'est très Moi, j'aime bien les téléfilms érotiques, on très arrête? téléfilm, ouais. C'est très téléfilm érotique le début, hein. Les adolescentes sous la Ouais, ouais. douche, qui se caressent en se lavant, et qui font le chahut, c'est très, 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 téléfilm, érotique. Ouais, mais c'est compliqué d'avoir des douches, habillées donc et la scène de la douche, ils sont un peu obligés ils sont un peu obligés de la faire quand même. Oui, ça commence de cette façon-là, effectivement. Est-ce que tu alors il y a eu une suite à ce film. Oui! Tu l'as vu et qu'est-ce que Ah, tu en penses? je l'ai vu et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on part du principe que, Carrie avait une nièce. Comment dire? Alors c'est Carrie 2, la haine et ça donne un petit peu la haine. C'est un peu la même histoire mais, mis à une époque moderne avec un style très, très souviens-toi l'été dernier, dans les images et ça n'apporte rien. En fait, on remplace juste la scène du bal final par une scène dans un logement étudiant et c'est tout parce que si il y a rien de vraiment il y a juste un personnage en plus, le lien entre les 2 est hyper ténu. Il y a juste un personnage qui revient, bah, c'est, Sue, Snell qui revient et qui: «Ah là là, j'ai pas pu aider Carrie, je vais essayer de t'aider toi». Non, il faut pas voir ce film. OK, on l'oublie, je l'ai pas vu et je pense pas que je vais le voir. Vu ce que tu vu ce que tu en dis, on tire la chasse, si vous me permettez, l'expression. On peut aussi tirer la chasse, je suis désolé, hein, mais sur le téléfilm de 2002, est-ce que tu l'as vu? Alors non, je ne l'ai j'ai vu des extraits, mais non, je ne l'ai pas vu en entier. Alors pareil, hein, ne le regarde pas. La personne qui joue Carrie, c'est Angela Bettis de mémoire. J'espère que je n'écorche pas son nom, mais peu importe. C'est très mal joué. C'est vraiment un aspect de téléfilm, hein. Donc et surtout série télé, mais série télé de mauvaise qualité. Entre le Côte Ouest et Dexter, si tu veux. Et surtout pourtant Angela Betty, c'est plutôt une bonne actrice, qu'est-elle venue faire dans cette galère? Mais je ne sais pas ce qu'elle est venue faire dans cette galère. Je pense que c'était la promesse d'une série télé, par Bryan Fuller. Bryan Fuller qui a fait d'excellentes, séries télé, Dead Like Me, Pushing Daisy, et d'autres dont on parlera dans une autre émission, incessamment sous peu. Mais là, le téléfilm est vraiment, raté et pour préparer la série télé, il crache vraiment sur le livre et sur la fin du livre en faisant survivre Sue, donc ça, il y a pas de problème, mais surtout, Mmh. en faisant survivre, Carrie. Donc Carrie ne meurt Ah. pas à la fin du film. Elle est récupérée par, Sue, et qui lui met une petite perruque blonde pour que personne ne puisse la reconnaître et ils partent sur les routes du Maine pour, à la recherche d'enfants et d'adolescents, qui ont des pouvoirs pour les aider. Ah et ils vont rencontrer Charlie Firestarter. Va savoir si c'était prévu. En tout cas, la série n'a pas été commandée. Mmh. Donc voilà. Je pense que, c'est cette promesse, hein, qui a précipité l'accord de bons et de bonnes actrices, dans le projet. Ah oui, bon, bah, j'imagine que c'est pas un mal. Effectivement. Et puis surtout, il y a une dernière adaptation qui a eu lieu en Oui, 2013.
Oui, une adaptation avec Julianne Moore dans le rôle de la mère. Julianne Moore que personnellement, j'adore. Donc j'étais extrêmement content de la voir dans ce film. Alors le film est moderne, hein, donc on a on a des PC, il me semble même qu'on a des téléphones portables, donc c'est très, c'est transposé à l'époque, moderne. C'est moderne aussi dans les effets spéciaux, dans les morts et cetera. On est très loin de Brian De Palma. Mais j'avoue que moi, en regardant le film, je suis allé au cinéma à l'époque, je me suis un petit peu ennuyé. Est-ce que ça a été ton sentiment aussi? Alors moi, j'ai pas mal de problèmes avec ce film-là. C'est autant la performance de Julianne Moore est vraiment exceptionnelle et voilà, autant Chloé Grace Moretz, j'ai un peu de mal quand même. Dans le rôle d'une ado mal dans sa peau, qui est censée être, parce que Chloé Grace Moretz, même avec des lunettes, elle est pas moche. Oui, elle serait C'est plutôt populaire. elle serait plutôt populaire. C'est un peu le phénomène Ugly Betty. Tu prends une jolie fille, puis tu l'enlaidis un peu pour, ça, mais ça marche pas. Chloé Grace Moretz est beaucoup trop jolie pour que ça marche. Là où Sissy Spacek était, alors, elle avait une beauté un peu, alors je vais pas dire quelconque, mais c'était quelqu'un d'à peu près normal, ce qui faisait que le rôle marchait. Mais là, Chloé Grace Moretz, le rôle ne marche pas du tout avec elle. Elle a beau faire tout ce qu'elle veut, pour moi, c'est un gros miscast. Ouais, je suis d'accord. Effectivement, on n'y croit pas, quoi. On croit pas au fait que cette fille puisse être harcelée, quoi. Parce que ceux qui sont Donc, harcelés, c'est les personnes en surpoids, les personnes racisées, et cetera. C'est pas Chloé, quoi. bah oui, c'est les rousses. C'est les on sait qu'ils ont pas d'âme, mais bon, on les aime bien quand même. Heu, non, non, mais voilà, c'est pour ça que ce film pose un gros problème. C'est que dès qu'on voit Chloé Grace Moretz dans le rôle de Carrie, bah, ça passe pas. Ça passe pas. Donc on aura beau avoir plus d'effets spéciaux, la fin avec beaucoup plus d'accidents ou le par contre, avantage du film, le rôle de la mère. Le rôle de la mère est infiniment plus développé et infiniment plus intéressant dans ce remake de 2013 que dans le film de Brian De Palma. Donc en fait, il aurait fallu faire un mix des 2. Ouais, je suis d'accord avec toi. Garder Sissy Spacek, mais avoir Julianne Moore. Mais ça, c'est sans doute le rôle de la mère, c'est sans doute dû à l'influence de Julianne Moore, quoi, qui n'est Oui. pas une actrice lambda et qui a dû peser sur les scénaristes et les producteurs pour se voir étoffer un rôle et avoir un rôle à la mesure de son talent, quoi. Et oui, Non, 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 mais non, j'acquiesçais juste. bon. C'était un oui d'acquiescement. Donc merci à elle parce elle sauve le film, même si je le redis, hein, c'est terrible ce que je vais dire, mais pour le moment, Brian De Palma n'est pas n'est pas battu. Oui, bah, c'est triste, mais bon, livrez-nous un meilleur film. Exactement. Eh bien, écoute, Mathieu, on a fait le tour de ce premier épisode consacré, à Carrie. C'est la première étape de notre voyage, de notre long, long voyage parmi les œuvres C'est pas de Stephen King. On va se retrouver très bientôt pour, le prochain numéro qui sera consacré à Salem, numéro que tu présenteras, Mathieu, puisque la présentation de cette émission oui. est tournante. Ah oui, et Dieu sait qu'on aime les tournantes ici. Surtout moi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Passez une bonne soirée.